Salut à tous et bienvenue sur votre 32e épisode de The Trick Play. Et bien sûr, vous le savez, nous continuons les previews. Et pour les previews aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau qui sera en deux parties, parce qu'il y a pas mal d'équipes. C'est pas divisé en divisions comme d'habitude. C'est la Big 12 comme conférence. Et puis on va démarrer tout de suite. Alors, en Big 12, là aujourd'hui, on va présenter West Virginia, Texas, Oklahoma, TCU et Texas Tech et West Virginia qui sera accordé à notre ami, notre cher et beau Robin de France Ducks, Oregon. Écoute, merci Elio, c'est très gentil pour ce compliment. Alors tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue au compte West Virginia qui vient de se créer sur Twitter. Allez les suivre, on vous mettra le lien sur Twitter et en description. Enfin, vous aurez un peu le lien partout, donc allez le suivre. Je pense que ça va être un bon compte parmi les comptes français, donc c'est cool d'en avoir un, surtout que c'est un très bon public et ça va faire plaisir. Donc on va tout d'abord commencer par le bilan de 2019. Le bilan de 2019, West Virginia, ils finissent avec un bilan de 5 victoires, 7 défaites. C'est un bilan qui ne leur permettent pas d'atteindre de bowl. Donc c'est assez dommage. C'est la première fois depuis 2013 qu'ils ratent un bowl game, donc c'est une série qui s'éteint. C'était la première saison du nouveau coach Neil Brown qui est arrivé l'année dernière, effectivement. Donc, Neil Brown, on l'a connu notamment grâce à son coaching chez Troy, donc l'université de Troy. Donc, il y avait un peu à l'image de sa première année à Troy, il fait une saison plutôt avec un bilan négatif et l'année suivante, il fait un bilan positif. Donc, c'est ce qu'on peut potentiellement espérer pour West Virginia. On en parlera après. Donc, West Virginia, en fait, cette année, ils sont en reconstruction. L'année 2019, ils étaient en reconstruction. Ils ont tout d'abord perdu Will Grier, le QB à la draft, leur QB star à la draft, qui est parti chez les Carolina Panthers, il me semble. C'est ça? Vous validez? Ouais, c'est ça. Leur QB star, Will Grier, qui part. Ensuite, il y a un nouveau coach qui arrive avec Neil Brown. Donc, c'est une saison en reconstruction et 5-7, c'est plutôt un bon bilan pour une équipe en reconstruction. Alors, pour le bilan de la saison, ils ont gagné contre James Madison en ouverture. Ils ont perdu contre Missouri. Ils ont gagné contre NC State. Ils ont gagné contre Kansas. Mais bon, tout le monde a gagné contre Kansas. Ils ont perdu contre Texas, qui était à l'époque classé 11e. Ils ont perdu contre Iowa State. Ils ont perdu contre Oklahoma, évidemment. Ils ont perdu contre Baylor aussi, mais de peu. Ils ont perdu contre Texas Tech. Ils ont gagné contre Kansas State, qui était à l'époque classé 24e du pays. Donc c'était plutôt une bonne victoire en fin de saison. Ils ont perdu contre Oklahoma State. Petit shout-out à Baptiste. Et ils ont finalement gagné contre TCU en dernier match de la saison. Donc, comme je l'ai dit, ils finissent avec un bilan de 5-7, mais ils finissent plutôt bien l'année, notamment la victoire à Kansas State 24-20, et notamment aussi la victoire contre TCU, puisque c'est deux gros programmes. Enfin, TCU, on connaît des gros noms comme Jalen Reagor, Ross Blacklock, etc. Donc, c'était plutôt une victoire qui tombait à point nommé. Surtout qu'ils ont commencé l'année avec le QB qui s'appelle Kendall, Austin Kendall, qui était un transfert de Oklahoma, il me semble, mais il n'a pas fait la fin de saison puisqu'il a été benché pour le deuxième QB, Jared Dodge. Ce QB-là qui a terminé les 3 derniers matchs sur 10 touchdowns, 3 interceptions, il me semble, donc c'est plutôt un bon remplacement. C'est lui qui va potentiellement être le starter l'année prochaine. Il y aura quand même la bataille avec Austin Kendall. Comme je l'ai dit, ils ont mal commencé la saison puisqu'ils ont perdu ils ont perdu 5 fois d'affilée. Ils ont perdu contre Texas, qui était un gros programme à l'époque. Euh, c'est un peu dommage parce que West Virginia, ils auraient pu au moins en gagner un des 5, surtout contre Texas Tech. Enfin voilà. Donc mes prédictions du coup dans les joueurs qui sont partis, dans les joueurs clés qui sont partis, ils ont perdu leur tackle Colton McKivitz à la draft. Donc c'est une grosse perte pour eux, surtout que leur ligne offensive en 2019, elle était, je vais
je vais m'excuser du mot, mais elle était dégueulasse. Ça courait pas derrière et c'était très dur pour le QB de faire un peu ce qu'il voulait. Donc c'est dommage. La ligne était mauvaise et ils perdent le meilleur joueur de leur ligne. Donc c'est très dommage au niveau de l'attaque. Ensuite, ils perdent un receveur et un running back, mais qui était pas leur joueur le plus important. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'il reste le QB starter, il reste le running back qui a mené l'équipe, qui est Lady Brown, qui est junior, mais qui a fait que 367 yards à la course. C'est enfin, c'est pas beaucoup, c'est très peu même. À l'image de la ligne, c'était moche. Donc ils étaient classés 128e au classement en FBS à la course, donc les Mountaineers, c'est c'est- c'est horrible, hein, on peut le dire. Et toute leur saison en attaque, elle va jouer un peu sur la ligne et le jeu de course qui est qui peut potentiellement s'améliorer. Euh, En défense, ils ont perdu leurs deux cornerbacks. C'est à noter aussi ça parce que leurs deux cornerbacks qui étaient très bons, euh, enfin qui n'étaient pas très bons, mais qui avaient le spot de titulaire depuis quelques temps. Donc il va y avoir du 109 à avoir, mais sachant qu'ils ont recruté pas mal en cornerback, notamment David Vincent Okoli, un cornerback 4 étoiles pour la classe 2020. Donc peut-être qu'il aura un peu de temps de jeu. C'est à espérer pour lui et pour les Mountaineers. Sachant aussi qu'il y a deux joueurs en défense, c'est les frères Stills, du coup Dante Stills et Darius Stills, qui sont tous les deux notés pour le Outland Trophy et le Nagurski Trophy. Du coup, Outland Trophy, c'est le meilleur joueur de ligne offensive et défensive, pardon. Et le meilleur et Nagurski, c'est le trophy, c'est le meilleur joueur défensif du pays. Donc les deux, ils sont sur la watch list. Donc c'est cool, ça va être des joueurs intéressants à suivre. Et en plus, ils sont frères, il me semble. Donc c'est plutôt cool. En ce qui concerne l'attaque, je l'ai dit, pour la saison 2020, il va falloir trouver de la consistance au niveau du QB. Et ensuite, il va falloir trouver un running game pour supporter ce QB-là. Et tout va se baser sur le running game. S'il n'y a pas de running game, s'il n'y a pas de bonne ligne offensive, ça va être un enfer pour les Mountaineers. Et, euh, et du coup, en défense, c'est là, ça va être le point fort de West Virginia l'année prochaine, c'est la défense. Parce que l'année dernière, ils ont pris des roustes, ils ont pris plus de 40 points, enfin plus de 35 points, et 4 ou 5 fois, il me semble, donc c'est un peu moche. Mais ça va que s'améliorer puisque c'était une défense jeune, ils perdent pas beaucoup de joueurs. Donc, euh, donc voilà. Au niveau du bilan, je vois un bilan à l'image de l'année dernière, un bilan équilibré. 5-7 ou 6-6, sachant qu'il y aura un match contre Maryland qui sera annulé. Donc moi, je vois une défaite à Florida State, une victoire à Eastern Kentucky. Je vois défaite à Kansas State, défaite à Texas Tech, défaite à TCU, défaite à Texas, victoire à Kansas, défaite à Oklahoma, défaite à Oklahoma State, défaite à Baylor et victoire à Iowa State en bold prédiction. Du coup, ça fait un bilan de 5-7. Ils peuvent essayer de prendre un match contre Texas Tech ou TCU qui a perdu beaucoup de joueurs. Donc, ça finit avec un bilan de 5-7, voire 6-6. Potentiellement, ils peuvent accrocher un bowl. Je pense pas qu'ils le feront parce ils sont encore trop jeunes pour moi. Et, pour moi, il faudra voir pour cette saison. Voilà. Merci beaucoup Robin pour ton analyse de West Virginia et ta preview pour la saison prochaine. On va passer tout de suite à Valentin, notre Valentin national d'Ole Miss qui est de retour. Ça faisait longtemps. Coucou Valentin. Et Val qui va nous présenter Oklahoma, les fameux Oklahoma, les Sooners. C'est ça. Pour remettre un peu en contexte, l'équipe d'Oklahoma, c'est quand même la meilleure équipe du Big 12. Euh, ils ont fait les trois dernières saisons, elles sont terminées
avec des défaites en demi-finale du college football. Ce qui fait qu'ils n'ont pas gagné de championnat depuis 2000. Donc ça commence à faire beaucoup, en sachant quand même qu'ils ont sorti 2 trophées Heisman dernièrement avec Baker Mayfield et Kyler Murray, et un finaliste avec Jalen Hurts l'année dernière qui a été drafté par les Eagles. Alors, l'année dernière, ils ont eu un bilan de 12 victoires et 2 défaites. Donc, bon, ils ont un peu, entre guillemets, roulé en attaque sur toute la conférence, toutes les équipes qu'ils ont jouées. Et ils ont eu beaucoup de mal en défense. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, voilà, une 12-1 de bilan et une défaite au Chick-fil Peach Bowl contre LSU, donc 12-2. Alors, ils ont eu des grosses pertes sur cette intersaison, notamment à la draft. Ils ont perdu CeeDee Lamb, qui avait, qui avait 102 yards par match en moyenne. Donc ça à combler, ça va être assez dur. Ils ont perdu Neville Gallimore aussi, le defensive tackle. En grosse perte, ils ont perdu Kenneth Murray, le linebacker. Donc c'est assez dur quand même pour cette équipe qui va être en reconstruction, toujours coachée par Riley. Donc au niveau du poste QB, je pense qu'ils vont partir avec Spencer Rattler, l'ancien prospect 5 étoiles. Je pense qu'il n'y aura pas trop de concurrence avec l'autre QB, surtout en sachant que Caleb Williams a commit chez eux, donc il sera disponible à partir de 2021. Je pense qu'ils vont. En fait, c'est un peu un problème de riche, entre guillemets, quoi. Tous les QB voient que les QB qui sortent d'Oklahoma sont potentiellement des Icemen et potentiellement des choix assez hauts à la draft. Donc, ils committent chez eux. Donc, ce qui peut peut-être apporter un peu de pression à Spencer Rattler, qui fera sa première saison en tant que titulaire. À voir. Et ça peut le booster, mais ça peut lui créer quelques problèmes, peut-être. On verra comment ça se passe. Donc, si c'est bien Spencer Rattler, je pense qu'il y a 99% de chances qu'il joue. Il sera très bien entouré, même après la perte de CeeDee Lamb. Il a quand même Charleston Rambo qui devrait prendre le poste de numéro 1 en tant que receveur. Il y a le transfert de UCLA, Theo Howard, qui sort d'une blessure qu'il a eu en hors-saison. Pardon. Par contre, il y a eu aussi Jadon Hazelwood, le prospect 5 étoiles, qui s'est fait une blessure lui aussi en off-season, au genou. Donc, il lui reste derrière le 5 étoiles Theo Wiz, je ne sais pas comment on prononce. Mais bon, sur ce côté-là, niveau receveur, on ne devrait pas trop s'inquiéter, devrait pouvoir trouver des cibles assez facilement. Au niveau de la course, ils ont toujours le running back Kennedy Brooks, qui est un très bon running back, hein, qui fait en moyenne 6,5 yards. Donc c'est quand même pas trop mal. On n'en parle pas beaucoup, surtout que depuis que Trey Sermon est parti pour Ohio State. Mais c'est quand même un bon running back. Il a fait plus de 1000 yards la saison dernière. Il a eu 1011 yards pour être précis. Donc quand même un bon running back. Et surtout qu'en sachant que toute la ligne offensive, toute la ligne est de retour. Surtout Creed Humphrey, le centre, qui sera sûrement un premier tour l'année prochaine au niveau de la draft. Ils ont un joueur de ligne co-offensive, joueur de ligne de l'année en Big 12 et 3 finalistes du trophée Remington. Donc ça annonce quand même une belle ligne, et en sachant qu'ils ont recruté du 4 étoiles sur la ligne en guard. Donc au cas où il y en a un qui se blesse, il n'y a pas de problème, il y a du monde derrière. Après, on va passer à la défense. Au niveau défense, c'est leur plus gros point faible sur la saison dernière. Ils ont quand même pris pas mal de pions à chaque match. C'est rare les matchs où ils ont pas pris plus de 25-30 points. Contre les gros, je parle, hein. Surtout quand on pense à ce qu'ils ont pris contre LSU. Ils ont pris 693 yards en total. Donc, ça fait quand même assez mal, en sachant qu'ils avaient quand même de gros joueurs à des postes clés. Du coup, la perte de Kenneth Murray et de Neville Gallimore, elle va être remplacée par Caleb Kelly au niveau du poste de linebacker, qui était blessé la saison dernière.
qui a raté les 10 premiers matchs, donc qui a quand même pu faire 3 matchs. Ils ont 9 retours en défense au total, donc quand même de l'expérience. C'était une défense assez jeune l'année dernière, mais qui était quand même talentueuse. On attendait un peu mieux d'eux. Ils ont le defensive line Ronnie Perkins, mais qui va être confronté à la possibilité d'une suspension, d'une prolongation de sa suspension pour un test de drogue positif. Donc, ce qui pourrait être quand même une grosse perte en connaissant le rendement qu'il a pu avoir l'année dernière. Ils ont un transfert de Juco, Perion Winfrey, et deux deuxième année qui vont prendre le relais. Et pour suppléer Caleb Kelly en poste de linebacker, ils vont avoir Dashon White, qui était le 4e meilleur plaqueur la saison dernière, qui ressemble un petit peu à Kenneth Murray dans sa prestance physique, dans ses qualités athlétiques. Et au niveau du poste de defensive back, il y a quand même un problème de profondeur chez eux. Ils ont pas mal de 4 étoiles qu'ils ont commit cette année et l'année dernière, donc ils sont assez jeunes. Ils ont Trey Brown qui est de retour et surtout le safety Pat Fields qui a fait 64 plaquages l'année dernière. Un gros plaqueur et ce qui va faire du bien à cette équipe qui sera en manque de leader défensif l'année prochaine. Donc pour faire un bilan un peu de tout ça, je pense que ça va quand même rester une bonne saison pour eux. Il va y avoir une petite transition surtout au niveau de l'attaque. Si la sauce prend bien, il devrait quand même finir premier de la Big 12 sans problème. Au niveau des matchs, ils jouent Missouri State au premier, ça devrait gagner. Tennessee en deuxième, ça devrait gagner. Ils jouent Army, ça devrait gagner. Baylor, ça doit gagner normalement. Texas, ça doit gagner. Iowa State, ça doit gagner, mais ça peut être dur, ça peut perdre. Oklahoma State, désolé Baptiste, dommage qu'il ne soit pas là ce soir, mais je pense qu'ils vont quand même leur rouler dessus. Après, ils jouent TCU, ça peut être compliqué. On peut avoir une défaite ici. West Virginia, pardon, ils vont gagner. Kansas State, ils risquent de gagner même s'ils ont perdu la saison dernière. Je pense que c'était plus une erreur de parcours. Ils jouent Kansas et Texas Tech pour finir. Donc voilà, peut-être 2-3 défaites dues au renouveau au niveau de l'équipe sur des postes clés. Mais bon, globalement, sûrement premier de la Big 12, mais qui risque de prendre assez cher encore sur un bowl en playoff du college football. Eh bien, merci Valentin pour nous avoir présenté donc Oklahoma, les Sooners, que je pense tout le monde connaît très bien maintenant. On va passer tout de suite. D'ailleurs, juste, il y a un compte qui vient de s'ouvrir aujourd'hui Oui, sur les exact. Sooners. C'est Sooners France, si je me trompe pas. Si je me trompe pas de nom sur Twitter. Donc, allez follow. Au pire, vous allez sur mon compte à moi, je l'ai identifié, mais il me semble que c'est Sooners France, donc qui va relater les infos sur Oklahoma et qui pourra s'insulter très gentiment avec notre ami Baptiste. C'est pour ça, n'hésitez pas. Il y a quand même plusieurs comptes qui se sont ouverts là ces derniers jours, justement. Un compte West Virginia, un compte Oklahoma et un compte qui parle de tous les sports, tout le football en Caroline, que ce soit au niveau des Panthers en NFL, mais aussi au niveau des Tar Heels de North Carolina en college football. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre. Et bien sûr, voilà, allez sur nos comptes si vous ne les trouvez pas. Et puis, vous les aurez dans nos abonnements ou des fois, on les mentionne. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. On va passer tout de suite aux ennemis d'Oklahoma, parce que Oklahoma, ils ont comme ennemi Oklahoma State. Notre ami Baptiste présentera dans le prochain épisode. Mais ils ont aussi Texas, les Longhorns, Hoxham Longhorns. Voilà. Guillaume, est-ce que tu peux me faire ton Texas is back? J'ai vu que tu as ton micro. We're back. Voilà. Alors Texas, c'est une des places fortes du football depuis. C'est que le college football, ça équivaut à Texas et les Longhorns, c'est bien en Big 12. L'année dernière, c'était pas forcément la joie. Ça fait plusieurs saisons qu'on attend que les Longhorns soient de retour. Comme l'a dit Guillaume, we're back. Comme l'avait dit le quarterback Sam Lingard des Longhorns. Pour l'instant, ils ne sont pas back. Malheureusement, les résultats de la dernière saison, donc 8 victoires pour 5 défaites, et en conférence, c'est 5 victoires pour 4 défaites. Donc c'est tout juste, on va dire.
Donc des défaites face à LSU, 38-45, Oklahoma, 27-34, TCU, 27-34, Iowa State, 21-23, Baylor, 10-24. Alors regardez, sur quasiment toutes ces défaites, c'est à un touchdown de près, vraiment. On sent qu'on n'est pas loin, on sent que Texas progresse quand même. Et puis des victoires face à Oklahoma State, désolé Baptiste, West Virginia, Kansas, Texas Tech, Utah, Alabama au bowl. Et justement, parlons-en, parce qu'ils ont pu aller en bowl, où ils ont gagné à l'Alamo Dome de San Antonio face à Utah, 21-12. Utah qui était une très très bonne équipe la saison dernière. Donc c'est quand même du bon boulot à ce niveau-là pour Texas. Et ça fait plaisir parce que le quarterback, du coup, Sam Ehlinger, disait que la dernière fois qu'il était allé à un Alamo Bowl, c'était juste avant de perdre son père, et c'était avec son père. Donc voilà pour la petite anecdote assez triste. Dans le classement People, ils ont quand même terminé 25e, les tout derniers du classement People la saison dernière, Texas. Ils ont fait la route, ils étaient pressentis 11e au tout départ, puis ils sont entrés, ils sont sortis du classement, ils ont terminé la dernière place au bilan annuel. Les mouvements d'intersaison, eh bien déjà, Tom Herman, qui reste le head coach pour sa 4e saison donc consécutive, l'ancien coach de Houston. L'offensive coordinateur, en revanche, Tim Beck, et le defensive coordinateur Todd Orlando ont quitté le navire. Orlando est devenu defensive coordinateur à USC d'ailleurs, il aura de quoi s'amuser comme vous l'avez entendu dans le dernier épisode. L'arrivée donc au poste d'offensive coordinateur de Mike Yurcich, qui était l'ancien offensive coordinateur et quarterback coach à Oklahoma State et quarterback coach à Ohio State la saison dernière. Donc il a eu sous sa tutelle Mason Rudolph ou encore Justin Fields qui a vraiment réalisé une saison de fou l'année dernière. Et il ramène en offensive analyste J.J. Walsh, l'ancien quarterback d'Oklahoma State, titulaire pendant 4 saisons, que Baptiste reconnaîtra. En défensif coordinateur, c'est Chris Ash qui nous arrive de Rutgers, qui était l'ancien head coach de Rutgers pendant 4 saisons, je crois, 3 ou 4 saisons. Voilà, Rutgers qui sont en Big Ten. Départ à la draft du safety Brandon Jones, le troisième tour qui est parti chez les Miami Dolphins. Brandon Jones, très grosse perte. Et départ des receveurs Devin Duvernay au troisième tour chez les Ravens et de Colin Johnson au troisième tour chez les Jaguars. Donc c'est le départ des 2 meilleurs receveurs, tout simplement, qui avaient un potentiel énorme et qui d'ailleurs était très fort. Duvernay, il était top. Et Colin Johnson, on sait qu'il avait une superbe marge de progression, notamment pour la NFL derrière. Donc ça, c'est un gros coup dur du côté de Texas quand même. Mais au niveau des commits, eh bien, c'est la 8e meilleure classe actuellement du pays en 2020 et la première du Big 12. Ils ont eu, alors là, je vais vous sortir des noms parce que c'est certain qu'il y en a que vous reverrez plus tard. Bijan Robinson, donc 5 étoiles, le meilleur running back du pays, tout simplement, qui arrive de l'État d'Arizona. Donc n'oubliez pas ce nom, Bijan Robinson. Hudson Card, quarterback 4 étoiles, le 2e meilleur dual threat du pays. Donc dual threat, c'est un quarterback qui peut lancer et courir. 2e meilleur dual threat du pays, juste derrière Bryce Young, le 5 étoiles qui a commit à Alabama. Alfred Collins, 4 étoiles, 2e meilleur edge du pays en défense. Jack Whedon Jackson, quarterback 4 étoiles, 3e dual threat du pays, juste derrière Hudson Card. Donc c'est assez spécial quand même. 2 quarterbacks qui sont très forts, qui peuvent aller un peu dans toutes les équipes CFB et qui finalement les deux choisissent Texas. Donc il y en a forcément, on sait qu'il y en a un qui transférera à un moment donné, qui choisira de partir. Va y avoir une vraie concurrence. Jake Majors, le 5e center du pays, Logan Parr, le 11e guard du pays, Xavier Alford et Jaren Thompson, 2 safety 4 étoiles, et Prince Dorma, le 7e outside linebacker du pays, et encore plein de 4 étoiles. Enfin, vraiment, c'est une top classe. 2019, donc l'année d'avant, c'est la 3e meilleure classe du pays. Donc, il y a énormément de très bons joueurs à tous les postes, et là, qui vont commencer à être confirmés en college football au niveau universitaire. Et arrivé surtout, alors ça c'est la grosse chose aussi, c'est arrivé par transfert de Tariq Black, le receveur de Michigan. C'est un très gros coup parce qu'il a eu une saison très décevante, je crois quelques petites blessures la saison dernière, Tariq Black, mais lui qui était pressenti depuis longtemps pour devenir un très bon receveur de college football. Donc pourquoi pas cette année du côté de Texas. Les points forts de l'équipe, eh bien c'est une équipe qui est vraiment très complète à tous les postes. Tom Herman est toujours en place, ça va permettre d'apporter une certaine continuité. Arriver à maturité de plusieurs joueurs, ce qui peut être un facteur X, on le sait, voilà, l'expérience, ça va primer sur le terrain, surtout au niveau universitaire. Et un poste de quarterback qui est déjà occupé, donc il n'y a pas de perte de temps à créer une compétition et à adapter un nouveau quarterback à un nouveau système de jeu. Voilà, Sam Ehlinger qui connaît très bien ce qu'il doit faire et qui ne change pas de head coach malgré l'arrivée d'un nouveau coordinateur offensif, ça n'a pas vraiment changé. Les points faibles,
le point faible majeur, c'est que c'est Texas. Et chaque année, on espère, mais on termine déçu, malheureusement. Alors, le mental sera-t-il présent cette année? Est-ce que l'équipe jouera-t-elle enfin les gros matchs? Voilà, comme on le disait, ça se perd un touchdown à chaque fois. Est-ce que là, la tendance va s'inverser avec des joueurs un peu plus confirmés, on va dire? En joueur à suivre, en joueur à suivre en attaque, je vous propose bien entendu Sam Ehlinger, le quarterback titulaire, donc qui est en saison senior, quatrième année, et qui devrait se présenter à la draft, qui va se présenter à la draft l'année prochaine. C'est en tout en carrière 68 touchdowns pour 22 interceptions, plus 25 touchdowns à la course. Ehlinger qui se débrouille bien et qui vient du lycée. Lui, il vient du coin, il est d'Austin, donc juste à côté de la fac. Il vient du lycée où Drew Brees était. Enfin voilà. Et Drew Brees et d'autres quarterbacks d'ailleurs, je ne sais plus lesquels, mais bref, c'est Texas Forever, quoi. Sam Ehlinger, c'est vraiment la représentation du quarterback pour les Longhorns. Il y a aussi en attaque toujours à suivre l'offensive tackle junior Samuel Cosmi. Alors lui, c'est un monstre, 2 m 1, 141 kg, un des meilleurs tackles qui doit normalement jouer cette saison. Vraiment, ça vaut le détour de le voir et c'est un poste qui est très oublié, le poste de tackle. Donc voilà, Samuel Cosmi pour protéger Ehlinger. Et le running back Keontae Ingram, 853 yards, 7 touchdowns la saison dernière. Et à la réception, 242 yards pour 3 touchdowns, donc double menace. Il sera très bien aidé par la belle O-line qu'aura Texas. En défense, le joueur à suivre, c'est le safety Caden Stearns, qui est l'ancien Big 12 Defensive Freshman of the Year de 2018. Voilà, il doit un peu step up après une saison décevante, mais ça sera le maître à jouer du backfield. Caden Stern qui est pressenti, pareil, pour être un premier tour, voire deuxième de draft l'année prochaine. Et il faudra suivre aussi le defensive end outside linebacker, Junior Joseph, qui est en classe junior, Joseph Osei. C'est 5 sacs, 90 tacles, 1 forced fumble et 2 interceptions l'année dernière. Il va faire mal sur la ligne et au second rideau extérieur, ça, c'est certain. On va parler désormais du calendrier. Eh bien, le calendrier, ça démarre face à South Florida. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions pour la Big 12. Donc, ça démarre face à South Florida. Ensuite, LSU à l'extérieur. University of Texas à El Paso à domicile. Ensuite, déplacement à Kansas State. Oklahoma pour la rivalité, le Red River Showdown au Cotton Bowl de Dallas. Donc, un stade qui n'est pas utilisé en temps normal à Dallas. West Virginia en réception aussi à domicile. Déplacement à Texas Tech pour une rivalité. À domicile Baylor, déplacement à Texas. Puis à domicile TCU pour une nouvelle rivalité. Il y a pas de rivalité, vous voyez, c'est le Texas. Toujours à domicile Iowa State et Oklahoma State pour finir. Donc le match important pour moi, c'est face à LSU, parce que ça permettra de juger le niveau de forme de l'équipe et surtout s'ils peuvent battre une grosse équipe amoindrie à cause de la draft, parce que les meilleurs joueurs d'LSU, sincèrement, la moitié ou les 3 quarts des meilleurs joueurs sont partis à la draft et ils vont devoir jouer avec Miles Brennan, nouveau quarterback. Voilà, Sancho Brady. On connaît la problématique d'LSU. Donc, est-ce que Texas peuvent les prendre? Oui, ils peuvent. Oklahoma aussi en match important pour la rivalité parce que c'est énorme. Alors là, je ne pense pas qu'il y aura de fans présents au stade, c'est très dommage. Mais bon, c'est énorme pour la rivalité. Ça permettra de juger le niveau de l'équipe vraiment face à un ogre, tout simplement. Puis face à TCU pour la rivalité parce que c'est une bonne équipe qui s'est renforcée et qui chaque année surprend TCU. Donc ça peut être sympa à voir. Pour moi, les objectifs et enjeux de cette saison à Texas, c'est de refaire de Texas une place forte du football. Il faut confirmer l'énorme potentiel de l'équipe avec tous ces très bons joueurs. Et Tom Herman qui doit sauver son poste en même temps. Je pense que c'est l'année, voilà, c'est la 4e année. Normalement, c'est celle où on fait ses preuves. Et donc, il faut redonner le football au Texas et redevenir l'emblème du Lone Star State, bien entendu. Comme dirait Tim Riggins, Texas Forever, les amis. En projection pour terminer, je pense 10 victoires, 2 défaites. Alors, 2 défaites avec un astérix parce que défaite face à LSU, j'ai mis. Parce que c'est à l'extérieur, que ça se joue à la Death Valley. Mais par contre, l'upset est possible. Ils peuvent battre LSU, je sais qu'ils peuvent le faire. Donc, j'ai quand même mis défaite, mais je crois à la victoire. Et défaite face à Oklahoma. Donc, 10 victoires, 2 défaites. Ça leur permettra d'avoir un bowl et d'être classé dans le top 25 A-People et de montrer qu'ici, c'est le Texas et Hook them Longhorns, we're back. On va passer tout de suite à leurs voisins de Texas Tech. Texas Tech qui vont être présentés par notre ami Guillaume de Florida, notre Guigui national. Bonsoir Guigui. Texas Tech, les Red Raiders, donc, qui vont arriver pour la saison 2020-2021 avec Matt Wells en head coach, donc ça sera sa 2e saison.
Donc l'année dernière, ils ont fini en 4 victoires, 8 défaites, pardon. Donc avec des hauts très hauts et des bas très bas. Donc deux victoires faciles pour commencer contre Montana State et UTEP. Une défaite face à Arizona et une raclée plutôt contre Oklahoma, où ils perdent 55-16 à Oklahoma. Derrière, une très grosse victoire contre Oklahoma State, 45-35. Oklahoma State était à l'époque classé 21e du pays. Donc ça, c'était vraiment leur top de la saison. Pour Texas Tech, évidemment, pas pour Oklahoma State. Derrière, une défaite en 2 overtime contre Baylor. Donc c'était encore un très gros match de la part des Red Raiders. Et derrière, c'est un peu effondré avec des défaites contre Iowa State, contre Kansas. Donc, comme a dit Robin tout à l'heure, tout le monde bat Kansas. Bah, pas tout le monde, du coup, hein, malheureusement. Malheureusement pour Texas Tech. Derrière, une victoire à West Virginia, donc où ça a redonné un peu d'entrain pour la saison. Et une victoire avec la manière, hein, 38-17. Mais derrière, ça finit un peu en autre boudin, face avec des défaites contre TCU à domicile, contre Kansas State à domicile, et chez le voisin Texan, donc des Longhorns que tu viens de me présenter. Donc pour ce qui est des arrivées, donc pas de très très gros noms. Donc le plus gros prospect qu'ils ont récupéré, c'est un receveur qui s'appelle, excusez-moi pour la prononciation, Loïc Fungi, donc qui était classé 4 étoiles et 48e receveur du pays, c'est ça. Et ils sont aussi pu se renforcer par le biais des transferts, avec notamment Eric Monroe, le safety de LSU, qui va arriver, si je dis pas de bêtises, en tant que graduate transfer, ainsi que, excusez-moi, Shadarius Townsend, un receveur running back, on va dire, en provenance d'Alabama, donc qui arrivera dans son année senior. Donc, après, au niveau des gros départs notables, on a évidemment le choix peut-être le plus safe de cette dernière draft, avec le linebacker Jordan Brooks au premier tour à Seattle. Donc, si un des deux comptes Seattle France nous écoute, il n'y a pas de quoi, les gars. Et en deuxième choix de draft, Broderick Washington, donc un 5e tour, qui est parti à Baltimore, donc un defensive tackle. Pour aborder cette saison, il faut quand même reparler un peu de la dernière. Donc, c'était la première année de Matt Wells avec la bien connue Air Raid Offense de Texas Tech. Donc, encore une fois, très bon offensivement. Texas Tech qui finit 11e national en total offense, avec en moyenne 474 yards par match. Donc ça niveau Texas Tech et niveau Big 12, même plus en général, ça bouge pas. Toujours des très bonnes attaques. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'ils l'ont fait en grande majorité avec leur quarterback remplaçant, Jeff Duffy. Donc Jeff Duffy qui a pris le relais du quarterback titulaire Alan Bowman après 3 matchs, donc où Bowman est sorti sur blessure. Donc du coup, c'était quand même, ça donne de belles perspectives d'avenir offensivement en tout cas. Donc au poste de quarterback, ils vont récupérer Bowman. Jeff Duffy a décidé de transférer. Donc son transfert est très compliqué. Sur mes recherches, j'ai vu qu'il aurait dû aller à Tulane et à Central Michigan, mais à chaque fois ça a un peu capoté au dernier moment. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore où il va partir. Derrière, au poste de running back, donc ils vont récupérer leur leader de l'année dernière, Sarodoric Thompson, qui était le leader avec 765 yards et 12 TD. Donc ils récupèrent une valeur sûre au poste de running back, qui va être épaulé par Shadarius Townsend sûrement pour 2020, donc le transfert de l'Alabama. Au niveau des receveurs, il y a un nom que j'aime beaucoup moi cette année, qui j'espère va pouvoir produire, c'est TJ Vasher. Donc très bon receveur, qui je le trouve vraiment élégant sur un terrain. Il a un super contrôle de son corps. Il est vraiment sympa à avoir joué, je trouve. Et donc il va être aidé par Eric Ezukanma, donc qui était le leader l'année dernière en receiving yard en tant que freshman, avec 664 yards et 4 touchdowns inscrits. Donc ça va faire un beau duo tous les deux.
Sur la ligne offensive, il récupère un garde et un centre titulaire. Et derrière, il va falloir voir avec les joueurs qui l'année dernière étaient en rotation, ainsi qu'avec le transfert de Wofford, Josh Burger, qui va sûrement starter au poste de tackle. Derrière, en défense, le problème de Texas Tech qui est un peu représentatif de la plupart des équipes de Big 12. On va dire que leur défense est aussi moyenne que leur attaque est bonne. Hein. En plus de ça, ils perdent un joueur essentiel à chaque poste, enfin à chaque niveau, pardon, entre Broderick Washington, donc du coup qui a été drafté au 5e tour sur la ligne défensive, Jordan Brooks qui a été drafté au premier tour au poste de linebacker, et Douglas Coleman qui était le leader en interception l'année dernière avec 8 interceptions, pardon. Donc du coup, voilà, va falloir ce que le coordinateur défensif Keith Patterson veut mettre l'importance sur, c'est les stops en 3e down. Parce que quand tu finis 91e national en pourcentage de conversion laissée à l'équipe adverse, forcément, tu gagnes peu de matchs. Va falloir aussi prier un peu dans le sens où il y a eu pas mal de blessures l'année dernière, donc ça serait bien que ce côté-là se calme un peu. Donc après, ils vont avoir des beaux noms. Hein. Par exemple, le DB Adrian Fry, qui était freshman All-American, donc qui passe de safety à corner. Et donc voilà, c'est pour moi le gros nom à garder un œil dessus, c'est Adrian Fry sur le poste de corner du coup pour cette année. Ensuite, donc du coup, pour le calendrier des Red Raiders pour 2020. Donc du coup, on a un match annulé contre Arizona et un match qui pour l'instant est reporté face à Alabama State. Donc on va dire qu'il va se jouer, comme ça me permettra d'être gentil avec Texas Tech. Je les vois avec 5 victoires. Donc 5 victoires avec une victoire contre Alabama State, une victoire contre UTEP, une victoire contre West Virginia, Kansas et Kansas State. Enfin, Kansas State et Kansas pour faire dans l'ordre. Et après des défaites contre Baylor, Texas, Oklahoma State, TCU, Oklahoma. Donc, je vois 5-6. 5-6, ça pourrait être pas mal. Ça ferait une petite amélioration par rapport à l'année dernière. Mais voilà, encore une fois, comme la plupart des équipes de Big 12, va falloir durcir le jeu un peu en défense et rester au moins aussi efficace en attaque avec le retour du quarterback titulaire Bowman. Merci beaucoup, Guillaume, pour ta présentation de Texas Tech, hein, l'ancienne fac d'un certain Patrick Mahomes, d'un certain Baker Mayfield. Enfin bref, passons à la suite et à la dernière équipe que l'on présentera aujourd'hui. C'est Augustin avec TCU, Texas Christian University à Arlington, à proximité de Dallas, là où se trouve d'ailleurs le stade des Cowboys. Pour la petite anecdote, Augustin, bonsoir. Ouais, salut Hello. Alors, du coup, partons au Texas pour la preview de TCU, l'université chrétienne du Texas. C'est une fac que j'affectionne particulièrement et dont je suis content de faire la preview. Parlons de leur saison l'année dernière. 5 victoires pour cette défaite, dont 3 victoires en conf et 6 défaites. C'est une saison catastrophique pour TCU. Je dirais même que c'était l'équipe la plus frustrante à avoir joué du pays quand on voit leur qualité d'effectif sur le papier. Ils se sont littéralement sabordés eux-mêmes lors de la saison dernière. Défaite face aux rivaux SMU et Baylor. Et Baylor, c'était en double overtime, à chaque fois dans un mouchoir de poche. Défaite face à Iowa State, Kansas State, Oklahoma et West Virginia à la fin, dans un match totalement honteux. Sur le moment sapin, une victoire face à Texas. Donc évidemment, ils ne sont pas classés à l'A-People. Je rappelle que TCU nous avait habitués à mieux. Ils avaient fini 2e à l'A-People en 2010, 3e en 2014, 7e en 2015 et 9e en 2017. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais surtout, ils ne se sont pas qualifiés pour un bowl. C'est une chose extrêmement rare pour une équipe qui est performante depuis une vingtaine d'années sous la patte du légendaire coach Gary Patterson. Je rappelle que Gary Patterson est le coach depuis l'année 2000 et son bilan avec TCU doit avoisiner si je fais le calcul maintenant, les 70% de victoires. Voilà, avec 160 victoires pour seulement 57 défaites. L'intersaison a été très active pour les Horned Frogs, surtout au niveau du coaching staff.
certainement du coup pour remédier aux déboires de ces dernières années. Si les offensive coordinateurs restent inchangés, ils verront arriver en renfort Doug Mitcham, qui avait joué à Oklahoma State dans les années 80 d'ailleurs. Donc c'est un ancien aussi de la maison qui était coach à Kansas cette année, mais il est surtout connu pour avoir coaché les receveurs d'Oklahoma State entre 2005 et 2012. Donc pas besoin de vous faire un dessin, vous savez quelles stars sont passées du côté de Stillwater, les Dez Bryant, Blackmon, Washington, etc. Il y a un nouvel assistant aussi qui arrive pour la défense. Il s'agit de Jerry Kill, l'ancien head coach de Minnesota en début de décennie et qui était cette année assistant à Virginia Tech, mais aussi une saison ultra active sur le transfert portal, et c'est ce dont je vais parler dès maintenant avec la revue de l'attaque et de la défense. Au niveau de l'attaque, 2 énormes pertes avec le départ pour la NFL du tackle Lucas Niang chez les Chiefs au 3e tour, qui a d'ailleurs chuté dans la draft, et de Jalen Wigor chez les Eagles au 1er tour à receveur. Donc concernant Niang, il n'est pas le seul O-line à quitter le programme. 2 de ses camarades partent également. Il y aura donc une O-line quasiment neuve cette année pour le QB true sophomore Max Duggan, qui a eu une première année très compliquée. Je mettrai ça sur le compte de l'inexpérience. En 12 matchs, il a lancé pour près de 2100 yards, 15 touchdowns et 10 interceptions pour un taux de complétion de 53%. Donc autant vous dire que les performances offensives reposeront sur ses frêles épaules. Il aura cependant à disposition des belles armes. Donc tout d'abord au niveau des receveurs, il pourra compter sur le transfert de Nebraska à J.D. Spielman. Donc 3 années dans les pattes et beaucoup de yards à Nebraska, ainsi que de Ty Barber, qui était la cible principale de Duggan cette année. Donc qu'on soit clair, avec de telles performances de Duggan et une telle escouade au niveau des running backs, ça va courir à foison du côté de Fort Worth. Même si les 2 titulaires de ces dernières saisons partent, le running back room est ultra talentueuse, avec la présence des 2 redshirt freshmen qui étaient très bien classés. Je pense à Demarca Foster. Ils ont de ces prénoms, les bougs. TCU voit surtout arriver la meilleure recrue de l'histoire du programme, Zachary Evans. Bon, je ne vais pas vous cacher, mais il nous a bien cassé les couilles pendant la saison à force de commit, décommit, avec ses déclarations d'attardé mental. Mais Evans, c'est un 5 étoiles et c'était le 2e running back de la classe derrière Bijan Robinson, et il pourrait être mis en responsabilité très très tôt. Du côté de la défense, aussi de grosses pertes, avec Jeff Gladney qui est parti chez les Vikes au 1er tour et Ross Blacklock chez les Texans au 2e tour. Donc en fait, malgré ces 2 énormes pertes, la grande force du programme sera encore la défense, avec notamment figure de proue le duo de safety qui est un des meilleurs du pays. Pour moi, peut-être le meilleur avec celui d'Oregon, avec le safety Trevon Murich pour les germanophones, et le safety Ardarius Washington. Donc c'est un duo complémentaire où Murich promet un avenir radieux en NFL, il sera surtout le monde drafté au 1er tour. Il tirera son compère qui sera juste un sophomore cette année, et il me semble qu'il avait été élu dans la All Freshman Team par Darius Washington. Donc ils feront office de dernier repart en côté d'un nouveau duo de cornerback totalement inexpérimenté. L'escouade de linebacker sera aussi très performante avec Garrett Wallow, un super run-stopper, ainsi qu'un autre transfert de LSU, Marcel Brooks, un ancien 5 étoiles qui a décidé de se rapprocher de sa famille. Ces linebackers, ils assurent un bon run-stop à l'équipe, ce sera donc une force, mais on ne peut pas en dire autant concernant le pass rush avec le départ de Ross Blacklock pour la NFL. Mais je me fais pas trop de soucis, même si ces mecs-là qui n'ont pas trop performé en NFL, TCU sait former des bons joueurs. Je pense au LG Collier ou à des Ben Banougou. Donc voilà, c'est une équipe qui comporte de super joueurs au niveau individuel, des vrais playmakers. Il y a cependant des questions auxquelles Patterson doit répondre. La première, c'est l'épanouissement du QB Max Duggan et l'avènement d'une bonne ligne offensive, donc 2 choses primordiales. Au niveau du calendrier, donc je suis déjà triste à l'idée de savoir que le match face à Cal, le match face à une équipe FCS Prairie View AM est reporté. TCU recevra du côté de Fort Worth, Oklahoma State, Kansas State, les Sooners d'Oklahoma, Iowa State et Texas Tech. Et ils iront du côté de SMU pour la grande rivalité, West Virginia, Baylor, Texas et Kansas. Il me semble qu'ils reçoivent à la maison Oklahoma State lors du 2e match. Et ce match fera office de révélateur. On saura si TCU c'est poubelle ou si ça pourra prétendre à un bowl dès cette année. Concernant les objectifs, il est très difficile de se projeter sur TCU. Il y a beaucoup de talent et beaucoup d'interrogations. Leur saison, en fait, elle dépendra trop de l'évolution de Max Duggan, qui est un jeune QB, qui est un true sophomore. Faute de quoi, ça pourrait encore être une saison à oublier pour les Hornets Frogs.
C'est une chose qui serait tellement frustrante quand on connaît la qualité du coach et de ses joueurs. Mais bon, après réflexion, je vois plutôt une mauvaise saison de TCU à l'aube d'une très bonne l'an prochaine. Pourquoi? Il y a trop d'incertitudes sur les 3 choses, les 3 qualités les plus importantes en college football, pour moi. Je pense que c'est le cas pour vous aussi. C'est le quarterback, la ligne offensive et le pass rush. Donc, ma projection, c'est 5 victoires. Baylor, Kansas, Kansas State, West Virginia et Texas Tech. Mais 5 défaites face à Oklahoma, Oklahoma State, Texas, Iowa State et SMU. Par contre, je ne serais pas du tout étonné de voir une victoire face à l'un de ces cadors de la Big 12. Mais ils pourront aussi perdre face à une équipe moins bonne. Je les vois bien s'aborder face à un Kansas ou West Virginia. Et évidemment, j'espère des victoires face aux équipes rivales. Les équipes rivales, c'est Baylor et SMU en ce moment. Voilà. Eh bien, merci Augustin pour cette analyse de Texas Christian University. Et du coup, eh bien, on continuera les autres équipes dans la deuxième partie au prochain épisode. Donc, on essaye de faire pas mal d'épisodes en ce moment, hein, et de les sortir au plus vite. Donc, on va essayer de faire bien vite pour celui-ci, vu que la Big 12, en fait, voilà, il faut tout regrouper. Merci comme d'habitude de nous écouter. Comme on vous l'a déjà dit, il y a des nouveaux comptes. Alors, allez les suivre, hein, West Virginia, Oklahoma, Carolina. N'hésitez pas, et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions comme d'habitude. On est totalement ouvert, les amis. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.